Salut, bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger un exercice de géométrie qui a été proposé à la session principale du bac tunisien 2021. Il porte sur les isométries. Première question, donc les déplacements. Deuxième question, les antidéplacements. Troisième question, composés. Quatrième question, nombre complexe. Alors, je vous laisse le temps. Je vous propose d'arrêter la vidéo, de lire attentivement le sujet, de faire une figure. Alors, pour moi, j'ai fait une figure. Je vous la montre. Celle-là. Donc, on peut l'agrandir. Un rectangle OABC. OAOB, c'est pi sur 6. OC égale 1. OD égale 1. Alors, c'est quoi la première question? Montrer qu'il existe un unique déplacement f qui envoie O sur I et D sur B. Mon cours me dit que si j'arrive à démontrer que la distance de départ OD est égale à la distance d'arrivée, moi je l'appelle distance de départ, distance d'arrivée, égale à la distance d'arrivée IB est différente de 0, donc ce déplacement existe et est unique. Alors, est-ce que OD égale à IB est différente de 0? Alors, OD c'est 1, ça c'est donné. Vérifions. OD c'est égal à OC et OC c'est 1. Donc, OD c'est égal à 1. Alors, le IB, comment trouver la distance IB? Alors, je vous propose de faire le suivant. Sinus pi sur 6 égale côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, ça c'est 1 sur OB. Alors, écrivons ça. Alors, sinus pi sur 6 égale 1 sur OB. Sinus pi sur 6, c'est combien? C'est 1 demi. 1 demi égale à 1 sur OB. Donc, OB égale 2. Et donc, par suite, IB égale 1. Alors, pourquoi? Parce que IB, c'est la moitié de OB, tout simplement. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, le OD, on sait aussi que c'est égal à 1. Donc, les deux distances égales, différentes de 0, donc il existe un unique déplacement f qui envoie O sur I et D sur B. Ça, c'est un théorème du cours. Alors, petit b. Montrer que f est une rotation. Alors, on a dit qu'il y a un unique déplacement. Il y a deux types de déplacements, les translations et les rotations. Notre déplacement f est-il une rotation ou bien une translation? Comment on décide? C'est à l'aide du calcul de l'angle. Alors, quel angle? OD-IB. Ce que j'appelle le vecteur de départ OD-IB. Je cherche une mesure de cet angle. Regardons la figure. OD-IB. J'ai le droit de remplacer, lorsqu'on cherche une mesure d'un angle orienté, j'ai le droit de remplacer chaque vecteur par un autre vecteur collinéaire et de même sens. Alors, le OD, je le remplace par OA. Le IB par OB. Alors, ça devient une mesure de l'angle OA-OB qui est pi sur 6. Donc, notre déplacement est une rotation d'angle pi sur 6. C. Alors, il nous demande de construire le centre de cette rotation. Alors, puisque cette rotation envoie O sur I, son centre oméga va vérifier oméga O égale oméga I, donc oméga est sur la médiatrice de OI. De même, il sera sur la médiatrice de DB. Médiatrice de OI. DB, donc oméga c'est l'intersection de ces deux médiatrices et je le dessine ici. Donc il est sur la médiatrice de OI, je construis cette médiatrice, je construis la médiatrice du segment DB et leur intersection c'est le centre oméga de la rotation F. On poursuit donc la lecture. Maintenant, soit j'ai l'antidéplacement qui envoie O sur I et D sur B. C'est la même chose. Ici, O sur I et D sur B. Ici, c'est la même chose. Montrer que G est une symétrie glissante. Les antidéplacements sont de deux types. Ou bien des symétries axiales, ou bien des symétries glissantes.
Alors ici, il me dit, montrer que c'est une symétrie glissante. Donc il suffit de démontrer que ça ne peut pas être une symétrie axiale. Si c'était une symétrie axiale, son axe serait la médiatrice du segment OI. Mais aussi, puisque G envoie D sur B, son axe serait la médiatrice de DB. Mais ces deux médiatrices sont différentes. Donc ça ne peut pas être une symétrie axiale, ça ne peut être qu'une symétrie glissante. Alors écrivons ça. Alors un antidéplacement, ça ne peut être qu'une symétrie orthogonale ou bien une symétrie glissante. Si G était une symétrie orthogonale, alors son axe serait la médiatrice de OI, car aussi son axe serait la médiatrice de DB, mais ces deux médiatrices sont différentes, donc G est une symétrie glissante. Alors, petit b, de quoi s'agit-il? Soit J le milieu de OI, K le milieu de BD, JK et OA se coupent en E. Alors, faisons une figure. Voilà, donc J, milieu de OI, K, milieu de DB, et E, c'est l'intersection de ces deux droites. Alors, quelques remarques très importantes. Le G est une symétrie glissante qui envoie O en I. Donc, le milieu appartient à l'axe de cette symétrie glissante. Notre symétrie glissante G envoie le D en B. Donc, le milieu du segment DB appartient à l'axe de la symétrie glissante G. Ça, c'est un résultat du cours. Donc, l'axe de G est connu. C'est la droite JK. Bien. Alors, l'image de E maintenant. Le point E appartient à l'axe. Donc, son image appartient aussi à l'axe de G. Car l'axe d'une symétrie glissante est globalement invariant. De même, le E appartient à la droite OD, donc son image appartient à l'image de OD. Mais l'image de O c'est I, l'image de D c'est B, donc l'image de E appartient à IB. L'image de E appartient, on a dit, à JK. Maintenant, on a montré qu'elle appartient à IB. L'image de E ne peut être que J. Écrivons ça. J de O égale I, donc le milieu de OI appartient à l'axe. O étoile I, c'est-à-dire le milieu de OI appartient à l'axe. Le milieu de OI c'est J. J appartient à l'axe. De même, G de D égale B, donc le milieu de DB appartient à l'axe, c'est-à-dire K appartient à l'axe. L'axe est connu maintenant, c'est JK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a E appartient à l'axe. Donc l'image de E est aussi sur l'axe, parce que l'axe d'une symétrie glissante est globalement invariant. Normalement, ici, je mets G de l'axe. G de E appartient à JK, E appartient à OD, mais c'est quoi l'image de OD? Vous avez G de O, c'est IB. Donc G de E appartient à G de OD qui est IB. G de E est l'intersection de ces deux droites, qui n'est autre que J. G de E égale à J. Question C, de quoi s'agit-il? On déduit que G égale S, JK rend TEJ. On sait que G est une symétrie glissante. On connaît son axe. On a dit que c'est JK. Mais c'est quoi son vecteur? Comment connaître le vecteur d'une symétrie glissante? Il y a en général deux façons. Ou bien vous connaissez un point de l'axe, comme dans notre cas. Et vous connaissez son image. G de E égale J. Donc le EJ, c'est lui le vecteur de la symétrie glissante. Donc ici, maintenant, par exemple, on a G de O égale I. Je ne peux pas dire que OI, c'est le vecteur de la symétrie glissante. Par contre, ici, je peux dire que EJ, c'est le vecteur parce que le E est sur l'axe. C'est très important, ça. La deuxième façon pour trouver le vecteur, c'est si on connaît G rangé d'un point. G rangé de P égale Q. Alors, le vecteur PQ, c'est deux fois le vecteur de la symétrie glissante. Et par suite, le vecteur sera 1 demi PQ. Alors, revenons à notre cas. Puisque E est un point de l'axe et J son image, alors le EJ, c'est lui le vecteur de la symétrie glissante. Et par suite, on a cette égalité. Écrivons ça.
J symétrie glissante. E est un point de son axe. Et on connaît son image. Alors, le vecteur de G est EJ. Alors maintenant, on a G symétrie glissante, on connaît l'axe, on connaît le vecteur, donc c'est la composée SJK rend TEJ égale aussi TEJ rend SJK. C'est commutatif parce que ce vecteur-là est directeur de cette droite. Maintenant, on passe à la question 3, la composée. Alors, de quoi s'agit-il? Montrer que f-1 rond G égale SOA. Alors, f-1, le f c'est un déplacement. Sa réciproque est un déplacement. Composé avec un antidéplacement, j'obtiens un antidéplacement. Il y a deux types d'antidéplacement. Les symétries orthogonales, symétrie glissante. Il me dit, prouver que c'est une symétrie orthogonale. Donc je vais calculer, si j'ai de la chance, je vais trouver un point invariant. Si j'ai beaucoup de chance, je vais trouver deux points invariants. Alors si on calcule ici, f-1 rond G de O. Alors c'est quoi G de O? Voilà, c'est I. Mais c'est quoi f-1 de I? Le f-1 de I, c'est la même, c'est O. Revenons un peu en arrière. Le F, le voilà le F, et l'on voit O sur I, donc f-1 de I c'est O. Alors, le f-1 rangé de O c'est O. Et de même, alors, une autre fois, où est le G? Voilà. J'applique à D maintenant. f-1 rangé de D. G de D c'est B, f-1 de B c'est D. f-1 de B, voilà le F. f-1 de B, c'est D. De D aussi est invariant par cette composée-là. Donc, un antidéplacement qui a un point invariant, automatiquement, c'est une symétrie orthogonale qui passe par ce point ou ces points invariants. Alors, f-1 rangé, c'est la composée, etc. Donc, c'est un antidéplacement, donc c'est bien ou bien une symétrie orthogonale ou bien une symétrie glissante. Je calcule l'image de O, G de O c'est I, donc f-1 de I, mais f-1 de I c'est O de même. La même chose. Donc f-1 rangé, c'est un antidéplacement qui a deux points invariants, donc c'est une symétrie orthogonale d'axe OD. Mais la droite OD c'est elle-même la droite OA. OD c'est égal à OA, donc f-1 rangé c'est SOA. Alors qu'est-ce qu'il me demande aussi? Où est la question? Voilà. En déduire que f de E égale à J. Alors, arrêtez la vidéo. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de réfléchir. Alors, je vais appliquer au point E. f-1 rangé de E égale SOA de E. Mais le E appartient à la droite OA. Donc, SOA de E, c'est E. Ici, on aura E. G de E, c'est J f-1 de J égale à E, c'est-à-dire f de E égale J. Écrivons ça. J'applique à E. Alors ça, c'est E, on a dit. Et G de E, on le connaît, c'est J. f-1 de J égale E. Ce qui signifie f de E égale J. On passe à la question B. De quoi s'agit-il? Comparer au E et au J. Regardons la figure. Donc il veut montrer que quoi? OE, comparer, il a dit. Hein? OE et OJ. Regardons. OE et OJ. Il paraît que ces deux distances sont égales. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Remarquez ici que G, on voit O sur I. Et on voit aussi E sur J. Donc la distance OE, c'est égal à la distance IJ. OE égale IJ. OE égale IJ, mais la distance IJ, c'est elle-même OJ, car J est milieu. Ça y est, on a démontré l'égalité. OE égale OJ. On a démontré à l'aide de G, mais aussi on pourrait, au lieu de dire G, on voit O sur I, E sur J, on pourrait dire, voilà, on a pu dire que le F, on voit O sur I et aussi E sur J. Donc,
OE, puisque F est une isométrie, OE égale à IJ, et la distance IJ c'est égal à OJ. Alors vous pouvez maintenant utiliser le F ou bien le G. Alors écrivons ça. J'ai choisi d'utiliser le déplacement F qui est une rotation. Alors OE égale IJ, mais le IJ n'est autre que OJ car J est milieu. Et puis qu'est-ce qu'il me demande? Comparer. On déduit que les droites O, oméga et JK sont perpendiculaires. O, oméga et JK. O, oméga et JK. Alors, on a dit que OE égale OJ. Donc, O équidistant de E et J, donc il est sur la médiatrice du segment EJ. De même, notre rotation F, elle envoie le E vers J, donc son centre est équidistant. Oméga E égale oméga J, donc oméga appartient à la médiatrice de EJ. Mais c'est quoi alors cette médiatrice-là? C'est la droite O oméga, donc puisque c'est une médiatrice, elle sera perpendiculaire à la droite EJ qui n'est autre que la droite JK. Ce que je viens de dire, voilà, il est écrit maintenant devant vous. Alors, quatrième question, de quoi s'agit-il? Alors maintenant, on va aborder les nombres complexes. Alors, montrer que le nombre complexe ZI, affixe de I, est égal à exponentielle I pi sur 6. Alors, le ZI, quel est son module et quel est son argument? ZI, son module, c'est la distance de I à l'origine du repère, qui n'est autre que 1. En fait, on a démontré que OB égale 2, mais OI c'est la moitié de OB, donc OI c'est égal à 1. Un argument de ZI, c'est une mesure de OD-OI, donc pi sur 6 modulo 2pi. Voilà. Alors, petit b. Montrer que ZK moins ZJ égale. Donc ici, je dois calculer ZK et je dois calculer ZJ. Comment? Alors, ZJ, c'est facile. J est un milieu, donc c'est ZI plus ZO divisé par 2. ZO égale 0. Donc c'est 1 demi ZI, c'est-à-dire 1 demi exponentielle et pi sur 6. Le ZK, c'est ZD plus ZB divisé par 2. Le ZD, le DA pour coordonner 1, 0, donc ZD égale à 1. ZB, comment le trouver? On peut remarquer que le vecteur OB égale 2 fois le vecteur OI, ce qui entraîne, en passant au nombre complexe, que ZB égale 2 fois ZI, c'est-à-dire 2 fois exponentielle I pi sur 6. On écrit ça. Donc j'ai remplacé ZD par 1, j'ai remplacé ZB égale 2 exponentielle et pi 6 comme je venais de dire. Maintenant la différence. Alors il y a 1 demi plus exponentielle et pi sur 6 moins 1 demi exponentielle i pi sur 6, c'est-à-dire 1 demi plus 1 demi exponentielle et pi sur 6. Je mets 1 demi en facteur égal. Alors maintenant je vais écrire quelque chose que j'expliquerai plus tard. Alors, cette quantité-là, c'est égal à 2 cos pi sur 12 exponentielle i pi sur 12. Et voici la démonstration en général, ça. Lorsqu'on a 1 plus exponentielle i θ, on peut mettre en facteur exponentielle i θ sur 2. Donc, dans notre cas, lorsqu'on a cette écriture, on pourrait mettre exponentielle i pi sur 12 en facteur. Qu'est-ce qui reste? Donc, exponentielle moins i θ sur 2 plus exponentielle i θ sur 2. Donc, z plus z bar, c'est 2 fois partie réelle de z, 2 cos θ sur 2. Alors 2 fois 1 demi, c'est 1, ça reste ça. Question suivante, C. Alors de quoi s'agit-il? Déterminer une mesure de l'angle orienté ODJK. Une mesure c'est égal à argument de ZK moins ZJ divisé par ZD moins ZO. Mais ZD c'est 1, ZO c'est 0. Donc c'est égal à argument de ZK moins ZJ. Voilà, le ZK moins ZJ, il est devant moi. Avant de déduire que pi sur 12 est un argument, il faut vérifier que ce réel-là est strictement positif, ce qui est le cas.
Mais il faut faire attention, si c'était négatif, c'est autre chose. Alors, prenons un exemple. Si on avait par exemple moins 2 exponentielle pi sur 3, et on vous demande de trouver un argument de ce nombre complexe. Attention, ne pas dire pi sur 3. Alors, ce moins 1, on va l'écrire exponentielle pi, donc ça devient 2 exponentielle pi sur 3. Et le pi saute ici, donc on obtient... Voilà, donc pi plus pi sur 3 est un argument et non pas pi sur 3. Si on veut un argument entre moins pi et pi, on retranche de pi, on obtient moins pi plus pi sur 3. Ou bien dès le début, ici on écrit exponentielle moins pi, qui est aussi moins 1. Un autre exemple. Cosinus 7 pi sur 12, exponentielle pi sur 12. Attention, ne pas dire que pi sur 12 est un argument. Parce que ce réel-là n'est pas positif. C'est un réel strictement négatif. Pourquoi il est négatif? Alors, le cercle trigonométrique m'aide. Alors, 6 pi sur 12, c'est pi sur 2. Donc, 7 pi sur 12, c'est plus grand et plus petit que pi. Donc, c'est à peu près ici. Donc, le 7 pi sur 12. Le cosinus, c'est l'abscisse de ce point, puisque nous sommes sur le cercle trigonométrique. Donc, l'abscisse, c'est un réel négatif. Si je prends un autre point, ici, donc si je dépasse pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2, donc le cosinus, ouvert des deux côtés, pi sur 2 cosinus c'est 0, ici 3 pi sur 2 c'est cosinus 0, donc si entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, le cosinus est strictement négatif. Un autre point, notre réel, ce réel-là, cosinus, il est strictement négatif. Par exemple, si je prends 5 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, ici, le cosinus est négatif. Bref, donc ce réel-là est négatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 1, et ce 1-là, je vais l'écrire comme suit. Moins exponentielle pi. Alors ce moins-là me garantit que ce réel est strictement positif, et ce exponentiel pi, le pi va sauter ici. Donc j'obtiens cette expression. Alors un argument, maintenant je suis sûr que ce réel-là, il est strictement positif. Pi plus pi sur 12 est un argument de ce nombre complexe. Je peux donc, si je veux un argument entre moins pi et pi, je retranche 2 pi, et j'obtiens moins pi plus pi sur 12, ou bien dès le début, j'écris ici exponentielle moins pi. Moins exponentielle moins pi égale pi sur 12. Voilà, je remarque que cos pi sur 12 est strictement positif. 5 petit a, de quoi s'agit-il? Soit m un point de la droite JK, on désigne par n le symétrique de m par rapport à OA et par P l'image de m par G. Soit R la rotation de centre E et d'angle moins pi sur 6. Montrez que R de m égale à n. Donc, je vous propose d'arrêter la vidéo et de réfléchir. Alors, il suffit de montrer que EM égale à EN et que EN, c'est congru à moins pi sur 6 modulo 2pi. M et N sont symétriques par rapport à OA. OA, c'est la médiatrice du segment MN et le E est un point de OA, donc il est équidistant. Donc, le EM égale à EN, ça c'est confirmé. Alors EN, regardons la figure, EN. EM c'est un point de cette droite-là. Et N sont symétriques. Donc EN, ça sera 2 fois quoi? 2 fois EM, EO. Je remplace le vecteur EM par un vecteur collinaire du même sens, ce qui est JK, et je remplace le EO par OD. Ici, une question qui se pose. Ici, le M était de ce côté-là. Donc, le N serait ici. Donc, ici, dans ce cas-là, le EM va être remplacé par un vecteur collinaire, mais de sens contraire. Mais le raisonnement reste valable. Dans ce cas-là, je vais utiliser moins U moins V, c'est congru à UV. Ok, donc ce que je viens de dire, je l'écris. EM égale à EN, pourquoi? Car
la médiatrice de Mn c'est OA et E est un point de OA. D'autre part, EN c'est 2 fois EO. Et comme j'ai dit, donc je remplace vecteur EM par collinéaire de même sens, EO même chose, JKOD, donc d'après la question précédente, OD-JK c'est pi sur 12, donc JK-OD c'est moins pi sur 12, congru à moins pi sur 6. Donc ces deux résultats ensemble me donnent que la rotation, cette rotation-là, on voit le M en N. Petit b. La question petit b montrait qu'on déduit que f de n égale p. Je vais remplacer le n par r de m. J'obtiendrai f rang r de m. Mais f rang r, c'est quoi? F, c'est une rotation d'angle pi sur 6. R d'angle moins pi sur 6, la somme des angles est nulle, donc c'est une translation. F rang R est une translation, mais quel est son vecteur? Il suffit de trouver l'image d'un point. Le plus simple, c'est le centre de R qui est E. F rang R de E, c'est F de E. Mais le F de E, voilà, c'est J. Donc le vecteur de F rang R, de la translation F rang R, c'est EJ. Donc on obtiendra la TEJ, c'est-à-dire la translation du vecteur EJ, TEJ de M, c'est égal à quoi? Moi je vais vous montrer que c'est P. Mais TEJ, regardez ici, c'est le vecteur de la symétrie glissante. Et le point M est sur l'axe. M est un point de JK, M il est ici. Donc son image par G, c'est son image par TEJ. TEJ de M égale G de M. Alors, résumons ça. F de n, je vais remplacer le n comme j'ai dit par R. Alors ça devient F rang R. Donc ici, on a dit que c'est la composite de rotation. Donc j'additionne les angles, je trouve 0. Alors c'est une translation. Alors il suffit de trouver, comme on a dit, l'image d'un point. Le plus simple c'est E, F rang R de E. E c'est le centre de R. Donc c'est F de E, F de U. F de E on l'a calculé. C'est J. Donc le vecteur de cette translation F rang R c'est TEJ. Donc ici je peux terminer, c'est égal TEJ de M. Donc F de R égale TEJ. Je réécris ça égale TEJ de M. Mais ici c'est égal à G de M. Pourquoi? Car ce point M appartient à l'axe de G. Donc son image par G c'est exactement son image par la translation de vecteur, le vecteur de G. Mais qu'est-ce qu'on a? Donc G de M, il nous a dit dans les hypothèses, voilà, par P l'image de M par G, donc G de M c'est égal à P. Égal à P. On a ainsi déterminé la réponse. Merci pour votre attention et à bientôt.